Espace TV, le 22h. Où que vous nous suivez dans le monde, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Espace TV. Bienvenue. Des restes humains et d'animaux emballés dans un linceul découvert ce mercredi dans l'enceinte de la mairie de Matoto. La bataille pour le contrôle de l'exécutif communal de Matoto s'annonce rude. Les sciences occultes sont prisées. Et pendant ce temps, l'UFDG reste campé sur sa position. Cellou Dalein Diallo, devant ses militants, a réaffirmé son refus de participer à une quelconque reprise du scrutin à la mairie de Matoto. Nous irons ensuite à la rencontre de Ibrahima Tunkara. Ce Guinéen a construit un micro-barrage hydroélectrique de 15 kWh pour électrifier son village. Le combat pour le contrôle de l'exécutif communal de Matoto semble avoir atteint des proportions inquiétantes alors que l'UFDG et le RPG réclament chacun la victoire. Une découverte, pour le moins surprenante, a été faite ce mercredi dans l'enceinte de la mairie de Matoto. Il s'agit d'ossements humains et des restes d'animaux, le tout emballé dans un linceul parsemé de noix de cola rouge. Somme toute, un sacrifice ou rituel pour la conquête de la mairie ou pour empêcher la prise de fonction du nouveau maire ou encore pour détourner le débat public. N'étant pas versé dans la maîtrise des choses occultes, je vous invite plutôt à suivre ces précisions de Mamadou Saliouba de Djibril Kaba Kamara. La mairie de Matoto a été fermée. Les travailleurs partis à la hâte. De l'intérieur à l'extérieur, des agents prêts à intervenir. À cet instant, aucun travailleur de la mairie ne sait ce qui se prépare. À la déventure, des militants du RPG Arc-en-Ciel se sont mobilisés. RPG ou jamais à Matoto, Mamadou Batos ou jamais à Matoto. Ce sont eux qui ont attiré l'attention des forces de l'ordre et des employés municipaux. Ils sont venus non pas pour reprendre le vote, mais pour installer leur maire, Mamadou Batos Camara. Nous réclamons notre victoire. Nous sommes venus donc pour installer ce matin notre candidat Mamadou Batos Camara, parce que c'est lui qui a remporté l'élection. Tout est parti d'un simple appel au rassemblement lancé mardi soir. Vive le fief naturel du grand parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel. Le mercredi matin, quelques jeunes se sont présentés, prêts à accepter tout, sauf le candidat de l'UFDG. Et la décision du ministre Bourema Condé de reprendre le vote n'engage que Bourema Condé, nous a laissé entendre un militant du RPG. Nous considérons la décision du gouvernement, c'est dans son rôle. C'est ce rôle-là que nous sommes en train de respecter. Mais nous disons de même que nous avons gagné et nous allons installer notre maire. Cela n'occulte pas le fait que le gouvernement ait pris cette décision. Ça n'engage que le gouvernement, à travers Bourema Condé. Ce n'est pas notre problème. L'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel tiennent coûte que coûte à la mairie de Matoto. Et ce n'est qu'un début, car voici ce que l'on a découvert à la suite. Un linceul caché dans un caniveau, dans l'enceinte même de la mairie. Ce n'est pas tout. Voici ce qui était dans le linceul. Des colas, des aiguilles, des lames, des ossements humains et des os d'animaux. Ici, l'omoplate. Ce sacrifice aurait été envoyé ce mercredi aux environs de 2 h du matin. La mairie de Matoto, convoitée à ce point, personne n'a souhaité réagir. Le linceul a été brûlé. Hors du champ du grand mysticisme, l'Union des forces démocratiques de Guinée, au cours d'une assemblée générale extraordinaire, a réitéré son niet au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation qui annonce la reprise du scrutin de l'exécutif communal à Matoto. Le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée appelle ses militants à se dresser contre la décision de Bourema Condé qui a invalidé l'élection de leur candidat Kalemoudou Yansane. Makiso El Hadj Aliouba pour le compte-rendu. L'Assemblée générale extraordinaire de ce mercredi avait pour but d'informer les militants de l'UFDG en particulier et ceux de l'opposition républicaine en général. Pour Cellou Dalein Diallo, il est hors de question de reprendre cette élection. Mais les résultats sortis des urnes nous obtenons la victoire dans tout Conakry et dans toute la Bastille.
démontrer, puisque nous avions pratiquement tous les PV de tous les bureaux de vote dans tous les quartiers et dans toutes les communes. Nous avons dénoncé cette fraude qui a été organisée dans les centralisations avec la complicité des magistrats qui présidaient ces commissions administratives de centralisation. Nous sommes sortis, nous avons marché pour exiger la publication de vrais résultats. Ils n'ont pas voulu. Avec les faux résultats, nous avons gagné à Ratonman, à Dixine et à Matoto. Dans son discours, Cellou Dalein Diallo hausse le ton et appelle à une résistance face à la décision du gouvernement. Il faut qu'à partir de maintenant, vous vous mobilisez pour défendre notre victoire. On a trop accepté ici, au nom de la paix, au nom de l'unité. On a accepté la fraude, on a accepté le vol, on a accepté la violation des accords, on a accepté la violation de la loi fondamentale, on a accepté la violation du code électoral, du code des collectivités. Pour Matoto, on n'acceptera pas. Mobilisez-vous à partir d'ici et dès maintenant. Du côté du pouvoir, ils sont catégoriques, l'élection doit être reprise. Depuis le début de cette cacophonie, la justice ne s'est toujours pas prononcée sur ce contentieux qui inquiète plus d'un. Et pour être complet sur ce sujet, il faut rappeler que les dispositions du Code des collectivités précisent que la session pour l'élection de l'exécutif du Conseil communal est convoquée par arrêté du ministère de l'administration du territoire. La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection de l'exécutif, il est présidé par le plus âgé des membres non candidats à l'exécutif communal. Le député Aliou Condé donne des explications sur le cas spécifique de Matoto. Pour le cas de Matoto, la procédure qu'ils ont suivie, c'est d'ouvrir chaque enveloppe et de voir quelle est la couleur et de procéder à 2 tas. Chaque tas correspondant à une couleur et une couleur correspondant à un candidat. Donc il y avait le rouge pour Kalemodo, le jaune pour le RPG. Donc ils ont décompté les bulletins. À chaque fois, on a mis les 2 tas. Ils ont commencé par compter par le rouge. Eh bien, ils ont été interrompus à un moment donné dans le décompte. Ils ont dû le reprendre. Ils ont repris le décompte, ils ont eu 23. Il y a eu quelques petites protestations qui ont demandé que le vote soit repris et le vote a été repris une seconde fois, qui a amené encore 23. Jusqu'à ce niveau, il n'y a pas eu de contestation des 23. On est passé à la 2e étape pour compter le tas jaune, ce qui était de toutes les façons superflu, puisque 45 moins 23, on devait trouver 22. Au cours de ce vote, le kidam qui était venu pour perturber au début, qui était expulsé, qui était dehors, est venu cette fois-ci se jeter sur les trucs et de s'aimer la pagaille. Donc le vote a été interrompu. Il a été mis aux arrêts, on l'a mis dehors, il y a eu le brouhaha. Les élus de l'UFDG ont attendu dans la salle pour que le procédure... Parce qu'il faut considérer cela comme un incident. L'incident, normalement, une fois réglé, le vote devait continuer. Mais le vote n'a plus continué parce que et les délégués du ministère, qui en fait étaient les vrais patrons de la séance, ont quitté. Et les conseillers du RPG ont quitté. Finalement, ceux de l'UFDG aussi ont quitté, puisqu'il n'y a plus de vote. Donc il y a eu interruption du vote. Donc pour nous, il y a déjà eu une proclamation de résultat. Donc ça veut dire que le vote est achevé. Mais il restait, si vous voulez, la procédure protocolaire. La procédure protocolaire, c'était quoi? C'est de dire, bon, monsieur Intel a eu 23 voix, monsieur Intel a eu 22 voix, donc est déclaré élu au poste de maire de Matoto le candidat Kalemodo Yansane. C'est ça, c'est une formalité. Ce n'est pas le vote. C'est une formalité qui reste. Donc nous, aujourd'hui, on ne peut pas remettre en cause le vote pour une formalité qui est connue d'avance. Et puis cette brève, le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune a été la cible de slogans hostiles à Mamou. Invité dans une émission de la radio GPPFM, il aurait, selon le groupe de jeunes en colère, tenu des propos caustiques
à l'égard du président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo. Mokhtar Diallo s'en est tiré grâce à son garde-corps. Nous sommes de plein pied dans la célébration de la 3e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté de la paix, un événement annuel axé sur la promotion des valeurs citoyennes et civiques. Le constat, contrairement aux années précédentes dans la capitale, c'est bien le manque d'engouement. Un constat donc fait sur le terrain par Mohamed Valectoré, Bonmassori Camara. L'initiative a été lancée mardi par le département en charge de l'unité et de la citoyenneté. Au centre-ville de Kaloum, l'engouement n'est pas visible à part des affiches qui arborent le long des routes. Aucun regroupement dans le cadre de la sensibilisation n'est constaté. Certains citoyens s'interrogent sur la notion de la semaine de la citoyenneté. Sincèrement, dans mes consciences, nous n'avons rien compris, surtout moi. Quand même, je vois les jeunes quand même habillés en t-shirt blanc, en sensibilisant les mototaxis et des fois les taximètres. Mais à part de ça, il n'y a pas d'assainissement, il n'y a pas de quoi, je ne sais pas. Quand même, moi, je n'ai rien compris. Au lancement officiel de la 3e édition de la CENACIP, les organisateurs ont annoncé des campagnes de sensibilisation afin d'interpeller et informer les Guinéens sur les valeurs du civisme, de la citoyenneté, de paix, de démocratie et des droits humains. Aucun de ces actes n'est constaté dans les carrefours traversés. Pour moi, ça reste beaucoup de choses à faire. Tout le monde ne s'est pas impliqué. Exemple, ça... beaucoup souffert pour avoir ça. J'ai demandé plus de 3 personnes. Finalement, c'est la 4e personne qui m'a donné ça. Tout le monde doit porter ça. Normalement, tu ne dois pas souffrir pour avoir ça. Si le ministère débloque beaucoup de l'argent, il doit fabriquer beaucoup de t-shirts pour les gens. Franchement, en voyant la réalité, on ne voit rien quand même, sincèrement. Ça n'a mes consciences. Je pense que ça n'a mes consciences. Merci. Ce sont au total 3 milliards de francs guinéens qui ont été débloqués pour cette 3e édition de la CENACIP. Pour cette 2e journée, l'engouement se fait encore entendre à Conakry. L'impact est peu visible. Je vous invite à un détour dans le Kakandé pour parler du début des journées portes ouvertes de la presse par la compagnie de bauxite de Guinée, CBG en abrégé. La direction générale de la compagnie a voulu à travers cette opération informer l'opinion publique sur les activités que mène la plus grande compagnie minière du pays avec un actionnariat de l'État à hauteur de 49%. Cette première étape a concerné l'usine de Kamsa avec des installations qui débouchent sur le port minéralier de la CBG. Abdoulaye Keita, Salifo Lifo Sissé était de la partie. De 1973 à date, la compagnie des bauxites de Guinée a exporté plus de 500 millions de tonnes de bauxite traité, soit plus de 5 milliards de dollars américains injectés dans l'économie nationale. Pour y arriver, l'usine de Kamsar, elle est en extension pour permettre à la compagnie de renforcer les capacités annuelles de production de bauxite. Pour cela, un nouveau concasseur a été installé à 90%. Alors, maintenant que les choses ont évolué, on a construit ce grand trou-là, hein, on appelle le puits de concassage, pour pouvoir installer dans le sol le concasseur primaire que vous voyez en bas là. C'est un concasseur à cylindre denté qui va recevoir directement la bauxite de Sagaredi. Vendre de la bauxite est un idéal, mais la compagnie des bauxites de Guinée se veut un modèle dans le domaine qualité de son projet. Une vision qui exige de tout ce mécanisme, depuis l'exploitation, le concassage, mais aussi le séchage, pour arriver à une bauxite qui réponde aux critères de compétitivité. C'est un avantage énorme, parce que vous ne vendez pas de l'eau, vous vendez de la bauxite. Les contrats de vente de bauxite, le prix est calculé avec une humidité de 3%. Donc si vous chargez une bauxite à son état naturel entre 12 et 13%, si elle est au 12, c'est-à-dire que vous transportez 10%, environ 10% d'humidité inutile, que l'autre n'achète pas. Et deuxièmement, ça coûte les frais de transport parce que les bateaux, ils te chargent par tonnage. Donc tout ce tonnage d'eau que vous transportez, c'est de l'argent perdu. Un autre challenge de la compagnie des bauxites de Guinée, c'est la sécurité dans le travail, mais surtout la lutte contre les pollutions dans ces opérations de traitement de bauxite. On a réduit le taux de poussière entre 50 et 100 grammes par mètre cube. Alors qu'avant, quand vous veniez ici, c'est du rouge que vous verrez, une poussière toute rouge qui polluait.
Et aussi, l'eau qu'on utilise ici, c'est un processus très particulier qui est unique. Ce n'est pas de l'eau qu'on pompe à partir de nos rivières ou à partir des forages. C'est l'eau usée qui est utilisée dans la cité. Des équipements nouveaux et modernes au laboratoire de chimie, des performances en matière de santé et sécurité, une portée économique, la compagnie des bauxites de Guinée s'investit pour la fin de son extension l'an prochain. Après Kolabouni et Kamsa, les membres du comité de concertation de la localité minière de Boké étaient en formation basée sur les mécanismes de dialogue et la réduction des conflits entre sociétés minières, autorités et communautés locales impactées. Search for Common Ground et la GIZ visent à faire des différentes zones minières des havres de paix où, par le dialogue, les conflits sont réglés. Abdoulaye Keita et Salifo Lifosisi. C'est une initiative de Search for Common Ground et la GIZ. L'activité s'est tenue à la bibliothèque préfectorale de Boké. Les acteurs sociaux s'interrogent sur leur rôle dans le maintien de la quiétude dans la cité minière de Boké, devenue parfois un centre de violence infondée. Le comité de concertation dans les localités minières a un rôle moteur pour réussir ce pari partagé par les autorités locales. D'abord, je suis très enchanté, je suis très ravi de participer à ce genre de rencontre-là. Et je m'emploierai autant se faire peu à faire profiter d'abord la jeunesse. Parce que qui parle de conflit, parle de soulèvement, a priori, il faut s'adresser à la jeunesse. Je m'emploierai à ce que, d'abord, je vais assimiler suffisamment les leçons qui vont se tenir ici. Et à mon tour, je ferai restitution aux différents chefs des secteurs. Ces formations sont un début, mais les actions doivent être vulgarisées par les responsables des CCLM à tous les niveaux. Le président du comité de Boké s'y est engagé. Nous continuons toujours à ouvrir cet espace d'échange entre les sociétés minières, les communautés, pour créer un cadre de cohabitation pacifique dans le cadre d'une exploitation minière responsable au bénéfice de nos collectivités. Les acteurs sociaux sont chacun responsables des enjeux et sont ainsi appelés à intégrer les idées dans leur rôle de sensibilisation. Tel l'objectif de la présente rencontre. L'objectif de cette formation est de renforcer leurs capacités afin qu'ils soient à même non seulement d'organiser des sessions de sensibilisation, des causeries éducatives dans leur communauté, mais aussi qu'ils soient capables de régler de façon collaborative et de façon pacifique les conflits au niveau des localités minières. De telles initiatives doivent perdurer pour permettre à chaque acteur de la chaîne de valeur de maîtriser son rôle et responsabilité pour éviter des conflits en zone minière. À l'occasion de la célébration des fêtes tournantes de l'indépendance de la Guinée, Zéro-Corée a bénéficié, rappelez-vous, d'une bibliothèque flambant neuve. On y trouve des documents pour enfants et adultes, mais faute de mobilier, certains livres sont entassés à même le sol. Mamadou Kalisso et Tierno Sadoba y ont fait un tour. Suivez leur reportage. C'est la seule bibliothèque opérationnelle dans toute la région forestière, d'après nos informations. Le bâtiment a été construit lors des festivités tournantes de l'accession de notre pays à l'indépendance accordée à la région forestière après Boké. L'établissement comprend une salle de lecture pour enfants. À l'intérieur, il y a des livres de contes, d'animation, des albums et des romans de jeunesse. Pour inciter les tout-petits à la lecture, des séances d'animation sont parfois organisées par les bibliothécaires en collaboration avec les responsables d'école. Venir avec des enfants, les présenter les livres, faire des petits contes, des livres et les inviter aussi à faire aussi des contes dans les mêmes livres. Donc nous faisons ça avec les petits enfants ici à la bibliothèque. Ensuite, nous allons dans les écoles élémentaires. Alors on va aussi faire des animations avec les petits enfants dans les écoles. Il y a aussi un espace pour adultes. On y trouve des romans, des documentaires et des livres scientifiques. À l'occasion de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, Zéro-Corée a reçu un lot de documents composés de manuels et de livres en espagnol. Et nous savons que l'espagnol, disons, c'est la deuxième langue de l'Europe. Et beaucoup de nos enfants vont aujourd'hui à l'aventure et ils ne parlent pas. Si au moins s'ils parlent un peu l'espagnol, ça peut les aider à passer ou en tout cas à avoir un petit boulot
en Espagne ou dans d'autres pays, parce que c'est la deuxième langue de l'Europe. Actuellement, la seule bibliothèque qui fonctionne en forêt n'a pas de salle de lecture. Et faute d'étagères, des documents sont étalés à même le sol. Mais c'est le mobilier là qui nous manque maintenant. C'est le mobilier, les étagères, les armoires, les tables, les chaises, c'est ce qui nous manque. Tous ces livres seraient dans les rayons à l'heure là. Ou non, je dirais qu'en matière de lecture, vraiment, le forestier lit beaucoup. Les citoyens de la forêt lisent beaucoup. Selon la fiche des statistiques de fréquentation, la bibliothèque des Iroquois reçoit en moyenne 30 lecteurs par jour. Célébration de la journée internationale de la langue arabe. C'était hier à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. L'objectif est de valoriser cette langue considérée comme la 6e dans l'administration onusienne en Guinée. Cette célébration est à sa 4e édition. L'événement a regroupé des enseignants et les personnes qui ont en partage la langue arabe. Mariam Fodé Camara. C'est en décembre 1973 que l'ONU a considéré la langue arabe comme la 6e de son administration. C'est seulement en 2015 que la Guinée a commencé à célébrer cette journée. La 4e édition est dédiée à El Hadj Cheikh Mohamed Fadiga, un érudit qui a donné toute sa vie à l'enseignement de la langue arabe en Basse-Côte. Les débats ont été donc axés sur la vie de l'homme et ses œuvres. À chaque édition, nous dédions ça à un érudit. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué pendant toute l'année, tu attends parler des grands intellectuels francophones. En Guinée, on parle d'Alim Fantour, on parle de Camara, mais on ne parle jamais dans les médias aux érudits arabophones. Donc, c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de dédier chaque année cette journée-là à un érudit. La langue arabe a plusieurs atouts. Professeur Imorana invite les jeunes à s'y intéresser. Notre atout aujourd'hui dans cet enseignement, c'est que ces enfants doivent prendre vraiment ces deux atouts, c'est-à-dire le français et l'arabe. Mais nous avons vu que vraiment ils négligent souvent le côté arabe, vu l'influence du français. Or, c'est un atout pour un élève de franco-arabe, pour un étudiant. Le secrétaire général de la Chambre régionale de l'agriculture de Boké a parrainé cet événement. Lui qui a passé près de 10 ans d'apprentissage dans la famille Fadiga remercie les initiateurs. C'est une cérémonie qui devient comme un rétroviseur, quoi. Et aujourd'hui, j'ai récolté ce que j'ai sémé. Parce que la famille là m'a enseigné le Coran. Donc aujourd'hui, si on me choisit, on me fait confiance pour parrainer une cérémonie comme ça, vraiment, je suis ému c'est émouvant quoi pour moi. Donc j'encourage tous les jeunes d'apprendre à lire et à écrire. Parlons à présent de l'expression du génie d'un Guinéen. Ibrahima Tunkara a construit un micro-barrage hydroélectrique de 15 kWh et a ainsi chassé l'obscurité dans son village. Il vient d'ailleurs de bénéficier de 50 millions de francs guinéens en remportant le prix du meilleur innovateur. Cette initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vise à encourager les chercheurs guinéens et les innovateurs à aller plus loin. Alseni Bari, Yacouba Traoré pour le compte-rendu. Nous rencontrons Ibrahima Tunkara au ministère de l'Enseignement supérieur. Fidèle à ses ambitions, ce professeur de mathématiques, âgé à peine de 40 ans, a su installer un micro-barrage hydroélectrique dans son village natal de Bolodou, à 65 km de Guéké de Cendre. Depuis le mois d'avril 2017, où son village natal a connu les premières étincelles d'électricité, sa centrale est aujourd'hui à 15 kWh. Mon village, Bolodou, est l'une des sous-préfectures les plus enclavées. Moi-même, j'étais professeur là-bas, mais tout professeur muté là-bas se disait que c'est de l'enfer. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fallait faire pour le village pour pouvoir attirer, maintenir les élèves, attirer les professeurs, les fonctionnaires. Donc, à la rentrée du village, j'ai vu qu'il y a une chute. Le 7 décembre dernier, il participe au concours de l'innovation organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Il a été lauréat. Nous espérons vous accompagner pour pouvoir développer, continuer l'innovation dans votre recherche et inspirer d'autres au niveau d'autres communautés de notre pays. Certes, il reçoit ses 50 millions de francs guinéens, mais cela est peu. Pour sa centrale qui réclame plus de financement,
et d'équipements, sans pour autant parler du désir des villages voisins de Bolodou d'avoir de l'électricité. Cette enveloppe ne serait pas utilisée pour autre cause, mais ça serait utilisé toujours dans le même cadre. Je vais dire d'abord la consolidation de certains organes de notre microcentrale, mais aussi à la recherche scientifique, toujours pour pouvoir faire, si possible, d'autres innovations. Comme lui, des dizaines d'innovateurs sont à Conakry et à l'intérieur du pays qui n'attendent que l'accompagnement de l'État et des partenaires. Ces images insupportables circulent sur la toile depuis quelques jours. Ce jeune, le visage enflé et défiguré par une tumeur faciale, Gilles, c'est son nom, grâce au soutien de quelques mécènes, a quitté Dieké pour la capitale. Il attend désormais une intervention chirurgicale complexe et lance un SOS à l'État. Reportage Djibrilba Yacouba Traoré. Gilles souffre d'une hémorragie nasale. Son évacuation à Conakry résulte des soins sans succès dans son village natal, à Dieké. Depuis 6 mois, son état ne fait que s'aggraver. Nos concitoyens guinéens, d'ici et d'ailleurs, de toute ethnie, pas seulement forestiers, et là il faut insister là-dessus, de toute ethnie, qui sont mobilisés parce que nous, à notre niveau, exclusivement, nous ne pourrions pas payer le transport de l'enfant. Nos moyens sont limités, donc ils ont cotisé et 1000 francs, 10 000 francs, 30 000, 100 000, 1 million pour payer le transport de l'enfant et l'évacuer sur Conakry. Avant d'arriver à Conakry, le patient a été hospitalisé d'abord à Koya. Là aussi, il prend son mal en patience. Je ne peux pas vous promettre exactement que je peux faire quelque chose. Merci Ship a pour le moment des services limités. Je vais le permettre d'accéder au bateau, faire un diagnostic. Ensuite, je vais voir s'il pourra être admis ou pas. Les parents de Gilles utilisent les réseaux sociaux, un moyen pour trouver des bonnes volontés sensibles à la douleur de leur fils. La Ligue guinéenne de football professionnel vient de trouver de nouveaux sponsors pour le championnat national. Ses partenaires commerciaux ont été présentés par l'instance dirigeante ce mercredi lors d'une cérémonie organisée dans un hôtel de la place. Abdoulaye Sadio Diallo, Abakadine Camara. C'est un contrat de 3 saisons que la LGFP vient de signer avec les 4 nouveaux sponsors du championnat guinéen. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des autorités de la Fédération guinéenne de football et du ministère des Sports. Désormais fort du soutien de ses partenaires commerciaux, la Ligue professionnelle s'estime heureuse. Nous avons l'honneur, au nom du bureau exécutif de la Ligue professionnelle de football, d'affirmer que notre association des clubs de Ligue 1 et de 2 garantira à tous l'espace nécessaire à une bonne visibilité, nous permettant de confirmer notre position d'acteur clé dans l'épanouissement de notre football d'élite, afin que nos sponsors à nos côtés participent activement à l'émergence du football véritablement professionnel et de qualité. Pour inciter le public à fréquenter les différents stades qui abriteront les matchs du championnat, l'instance annonce que 72 motos ont été offertes par un des sponsors. Les clubs qui reçoivent les encaissements les reviendront. Les spectateurs qui viennent suivre les matchs, on fasse le tirage des billets qui ont été déjà achetés et on trouvera par match 3 gagnants et la remise officielle se fera au stade du 28 septembre. Le président